Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de votre émission ce soir, d'abord la situation alarmante des droits de l'homme dans les camps de Tindouf et en seconde partie, interview du député des Français du Maghreb et d'Afrique de l'Ouest, Mjid El Grab. D'abord, un retour sur les faits. Samedi 20 novembre, des membres de l'armée nationale populaire, l'ANP d'Algérie, ont ciblé un véhicule à 5 km à l'ouest des camps de Tindouf. Bilan, un jeune séquestré des camps tués et un deuxième grièvement blessé. Une nouvelle atteinte flagrante aux droits de l'homme dans les camps de la honte, une prison à ciel ouvert hermétiquement gardée par l'armée algérienne depuis près d'un demi-siècle. Une situation dramatique qui interpelle la communauté internationale. D'ailleurs, tout récemment, le journal britannique The Telegraph rapporte que, je cite, les camps de Tindouf souffrent de misère et que les séquestrés dans ces camps ignorent tout de leur sort. Fin de citation. Côté marocain, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hilal, avait souligné à New York l'impératif d'empêcher l'Algérie et son Polisario de faire des enfants des camps de Tindouf les potentiels terroristes de demain. Un camp de violation en tout genre et un terreau donc de terroristes dans une région déjà en proie à des menaces graves pour toute la sous-région. Nous en parlons ce soir en compagnie de mes invités distingués, en les personnes de Cherkaoui Roudani, expert en relations internationales et géostratégie, et Hassan Saoud, chercheur à l'Institut royal des études stratégiques à Rabat. Bonsoir messieurs, merci d'être avec nous. Cherkaoui Roudani, première question, ce qui s'est passé samedi, est-ce qu'on peut parler d'un incident ou d'un acte prémédité ? En fait, vu la situation actuelle dans laquelle s'enlisent les camps de Tindouf sur le sol algérien, je pense que c'est un acte prémédité et c'est pour plusieurs raisons. La première chose, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il y a une certaine militarisation directe de l'Algérie, de beaucoup de personnes et notamment des enfants. Et je pense aujourd'hui il y a une certaine contre-offensive de la part de la population, ce qui serait dans les camps contre ces demandes algériennes et aussi ces provocations algériennes. Et d'ailleurs, M. Omar Hilal, l'ambassadeur du Maroc à l'ONU, elle a bien signalé qu'aujourd'hui, il y a une militarisation des enfants dans les camps de Tindouf. C'est un acte inhumain, c'est un acte grave. C'est un acte qui montre aujourd'hui que le camp de Tindouf est tout simplement une prison à ciel ouvert, aussi une prison qui est en train de préparer des futures personnes capables de faire exploser la région et la sous-région, notamment avec ce qui se passe dans la bande sahélo-saharienne et l'Afrique de l'Ouest. Je pense aujourd'hui c'est un acte prémédité, donc tiré sur des personnes non militaires, non armées. Donc je pense que c'est un acte inhumain, un acte abject, que l'Algérie doit assumer toutes ses responsabilités. Alors justement, assumer la responsabilité commence par une enquête. Est-ce que vous pensez que c'est déjà le cas ? Est-ce que, bon, il n'y a pas eu de réaction bien sûr côté algérien, mais on s'attend quand même à ce qu'il y ait une enquête s'il y a assassinat, donc acte prémédité. Écoutez, je pense aujourd'hui, donc, il y a tout un sentiment je pense que l'Algérie est en train de siéger les camps de Tindouf et les camps de Dakhla, soi-disant. Donc, je pense qu'ils sont en train de faire en sorte de créer le chaos, essayer de militariser la population, essayer un petit peu de créer le sentiment de tension, surtout après la résolution de Madame. Écoutez, donc aujourd'hui, notamment après la résolution 2602, c'était une résolution qui a mis fin à toutes les tendances algériennes de créer un État lige dans le nord de l'Afrique. Et aujourd'hui, tout ce qu'on appelle, soi-disant, le Polisario ou bien le pseudo-race, c'est fini avec la résolution 2602. Et donc, la première tactique pour l'Algérie, c'est de créer une zone de tension, essayer de militariser, essayer de créer donc une sorte de prison, essayer de créer le chaos au sein de cette population, ce qui serait diminué de tout les choses qui sont normales pour une population normale. Je pense aujourd'hui nous sommes vraiment dans une situation grave. Et d'ailleurs, madame, si vous me permettez, donc Antonio Guterres, dans son dernier rapport, l'a bien signalé lorsqu'il a souligné dans son rapport qui a été émis par les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme, qui ont transmis cette communication que les militaires algériens ne cessent de tirer sur des populations qui ne sont pas armées. Donc c'est pour une raison qui est très très simple. Ces gens-là
qui sont séquestrés. Tout simplement, ils refusent de rentrer dans une schéma conflictuel dans la région, la sous-région, et donc l'Algérie, l'armée algérienne est en train de militariser ces gens-là à force, avec la force. Et donc, d'ailleurs, lorsqu'on voit récemment ce qui se passe dans les conditions d'ouf avec les enfants qui sont dans l'entraînement, donc ce sont des conditions inhumaines, c'est des provocations abjectes malheureusement. Et tout le monde le sait aujourd'hui, c'est que l'Algérie est en train de faire tout pour créer donc l'attention, je pense, à travers son comportement machiavélique et est en train de chercher de provoquer une tension endogène et une tension exogène. Très bien. Alors, justement, quelles conséquences, Hassan Saoud, vous êtes, je rappelle, chercheur à l'Institut royal des études stratégiques, quelles conséquences pour l'Algérie sur le plan, d'abord, tout simplement, au vu, au regard du droit international, à quoi l'Algérie s'expose-t-elle en, d'abord, militarisant des enfants, en tuant des civils, de surcroît séquestrés dans un camp, sur son sol. Donc, selon le droit international, quelles seraient les conséquences sur l'Algérie, pour l'Algérie? D'abord, c'est pour répondre à votre première question, madame, pour un acte prémédité, c'en est un. C'est un assassinat. Vous savez que l'armée algérienne a une réputation de la gâchette facile. Et c'est une réaction épidermique qui suit évidemment les échecs diplomatiques et contre les succès diplomatiques engrangés par le pays. Maintenant, il faut faire un peu le point sur ces camps de Tindouf. C'est des camps multifonctionnels. D'abord, c'est un territoire algérien militarisé à 100%. Mon ami Roudani a parlé d'une prison à ciel ouvert sans étude. À quoi ils servent ces camps-là? Ces camps-là, c'est des camps qui ont une multifonction de séquestration, de torture, de disparition, d'endoctrinement des jeunes et d'enrôlement pour ce qu'ils appellent le mouvement de lutte contre l'occupation. C'est un gisement aussi et un vivier pour la nébuleuse terroriste dans le Sahel. Et donc, tout ça nous fait un mélange explosif et, sachez-le bien, qui risque d'exploser contre l'Algérie elle-même. Concernant cet enrôlement forcé des jeunes qui ne sont plus protégés par les conventions de protection de l'enfant, au lieu d'être dans des écoles, au lieu d'avoir des distractions, au lieu de jouir d'une liberté, ils sont enrôlés de force et sans le consentement de leurs parents. Voilà un peu cette situation dans les camps où l'humanité est absente. C'est des lieux d'interdiction, de visite même des organisations qui sont mandatées par les Nations Unies. C'est évidemment des camps où on ne connaît pas ni le recensement, ni les origines, ni la morphologie de cette population très cosmopolite. C'est nouveau. Et donc, la responsabilité de l'Algérie en tant que pays qui abrite, qui protège, qui soutient, qui arme est complètement engagée. Vous savez, ces problèmes-là... Alors du coup, si la responsabilité est engagée, est-ce qu'on peut parler de sanctions? À quoi s'expose ce régime algérien en bafouant autant de droits humains sur son sol? En tant que partie protectrice d'un mouvement séparatiste, sa responsabilité est engagée dans la mesure où ça se passe sur son territoire, entre guillemets. Mais ce qui est le plus important dans tout ça, c'est que l'Algérie essaye de se dérober de sa responsabilité. Comment voulez-vous que, et d'ailleurs ça a été exposé à la 4e commission de l'ONU, à la Commission européenne, où le représentant
des Affaires étrangères et de la politique de sécurité a été interpellé sur cette situation des enfants soldats qui n'ont de loisir que l'usage de la Kalachnikov et des armes lourdes, alors qu'ils sont censés être sur le banc des écoles et profiter de leur situation de minorité, c'est-à-dire de mineurs, pour être ailleurs que dans une guerre qui n'a aucun sens. Très bien. Bon, alors, Cherkaoui Loudani, pourquoi l'État algérien refuse de reconnaître la population des camps de Tindouf en tant que réfugiés? Mais écoutez, tout simplement parce qu'aujourd'hui, cette population, il sert d'une représentation géopolitique dans un conflit géopolitique. Parce qu'aujourd'hui, l'Algérie cherche, tout le monde le sait, donc l'État algérien cherche de créer un État lige, un vide géopolitique pour des objectifs stratégiques algériens et aussi pour des objectifs géopolitiques donc, et géoéconomiques. N'oublions pas ce qu'on appelle, par exemple, ce qui se passe dans le Raj Villette, où il y a un grand mine de fer. L'Algérie, tout simplement, en essayant de créer un État lige, cherchant une percée vers l'Atlantique, stratégiquement, c'est important. Donc, et de fait, cette population, malheureusement, séquestrée, et on l'a vu, hein, donc c'est pas la première fois aussi que il y a cet assassinat, où il y a des liquidations pures et simples, parce que depuis très très longtemps, on assiste à des liquidations, à des personnes qui s'opposent à la politique ou bien à la perception algérienne de créer, ou bien d'utiliser, ou bien de manigancer contre le Maroc par le biais de cette population séquestrée. N'oublions pas par exemple le rapport de 2018, lorsqu'il a parlé de cette région-là, de cette population séquestrée, lorsqu'il a, par exemple, parlé de 5 camps installés au bord de Tindouf, où il a parlé de la manière avec laquelle l'Algérie se comporte dramatiquement avec cette population. D'ailleurs, pourquoi l'Algérie ne refuse contre les appels de la communauté internationale de recenser cette population? Parce qu'aujourd'hui, il y a une urgence. Ce qui se passe maintenant dans la région et la sous-région, avec la bande sahélo-saharienne, avec la montée fulgurante des attaques terroristes. Mais je vais vous poser une autre réflexion. Comment Adnan Abou Ali Sahraoui a été liquidé? Pourquoi il a été liquidé dans la région de l'Ebtako-Gourma? Donc on doit essayer de comprendre ce qui se passe. Par exemple, Adnan Abou Ali Sahraoui, un élément de Polisario, qui dans son sillage, il y a des centaines des éléments de Polisario dans le groupe de l'État islamique au Grand Sahara, cherchait d'imposer un certain rythme contre des intérêts de la France, contre des intérêts de la sécurité nationale marocaine, contre les intérêts de la sécurité nationale américaine, parce qu'aujourd'hui on parle de la sécurité globale des États. Donc ce monsieur qui a été liquidé, moi je le dis liquidé, a été neutralisé parce que l'information qui a été donnée aux Français, c'était pas, il était une information vague. On ne sait pas que c'est Adnan Abou Walid Sahraoui, parce que la tête de Adnan Abou Walid Sahraoui, elle a été demandée par la CIA, par les Américains, parce qu'il dispose des informations très puissantes sur la sécurité régionale et sous-régionale. Il dispose des informations sur la manière avec laquelle les cellules dormantes et les cellules terroristes sont éparpillés dans le sud de la Libye, dans le Tchad, dans le nord du Mali. Et de fait, aujourd'hui, donc liquider Adnan Abou Walid Sahraoui, c'est enterrer des informations hautement confidentielles, des histoires, toute une histoire de ce groupe terroriste qui a une relation avec le GCPC. N'oublions pas qu'aujourd'hui, donc, il y a une vision globale de Daesh. D'ailleurs, c'est intéressant que vous souleviez, vous évoquiez Daesh, parce que quand on voit les camps de Tindouf
et la militarisation des enfants, ces images que nous venons de suivre d'ailleurs, exclusives de Média TV, des enfants avec des tenues militaires et des armes, nous rappellent ces images malheureuses des enfants militarisés dans les camps de Daesh un peu partout en Syrie et en Irak. Donc, in fine, la comparaison est là, elle est indéniable. Oui, tout à fait. Donc d'ailleurs, dans le rapport daté de 2018 portant sur la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits civils et politiques en Algérie, le Comité des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies a exprimé ses préoccupations quant à la dévolution de la situation et des enfants malheureusement militarisés contre leurs souhaits. Comme il a dit notre ami qui est avec nous, donc ces enfants-là doivent être à l'école, doivent être dans une structure ou bien dans un environnement sain qui est capable de faire évoluer psychologiquement ces enfants vers un destin meilleur. Malheureusement, aujourd'hui, donc, ce qui se passe, c'est inhumain. C'est une prison à ciel ouvert. Et je pense, Monsieur Omar Hillel, récemment, au sein de l'Organisation mondiale, donc au sein de l'ONU, lorsqu'il a dit que l'Algérie doit assumer ses responsabilités morales et il a fait un appel à la communauté internationale, je pense aujourd'hui la communauté internationale doit assumer toutes ses responsabilités et notamment l'Union européenne, madame. N'oublions pas le rapport de l'OLAF, l'Office de lutte contre fraude qui détient l'argent du contribuable européen lorsqu'il a sorti un rapport très très important sur le détournement des aides humanitaires destinées aux séquestrés de Tindouf. Et lorsqu'il a souligné ce rapport-là en 2015, il a été élaboré en 2007, on l'a vu, donc que ces aides-là qui sont détournées, ils pouvaient être entre les mains des groupes terroristes dans le Sahel, notamment dans l'Afrique subsaharienne du Sahel, notamment aussi dans certaines zones où il y a un vide géopolitique, des zones grises. Je pense aujourd'hui ce qui se passe devant le silence de la communauté internationale, il est quelque chose qui vraiment c'est écœurant. C'est quelque chose qui doit faire appel à la conscience du monde, à la conscience de ces organisations non gouvernementales qui travaillent dans ces questions des droits de l'homme, des enfants, tout ça. Je pense depuis dans les années 80, 90, on a vu des enfants dans des pays de l'Amérique latine, aujourd'hui donc dans des camps. Moi, je pense que ces camps de Tindouf là, ils sont devenus aujourd'hui le fief, le havre de terrorisme, militariser les enfants avec cette perception-là, c'est-à-dire préparer donc l'émergence ou bien le renforcement de groupes terroristes dans la région, tout simplement. Très bien. Bon. On parle de ces enfants militarisés, on parle d'assassinats, on parle de manifestations qui sont réprimandées. Bien sûr, cet assassinat du 20 novembre n'est pas un acte isolé. Ce n'est pas une première, il y en a eu d'autres malheureusement contre des civils, encore une fois, des civils séquestrés de surcroît. Hassan Saoud, quand on compare la situation des deux côtés, d'un côté, on a une liberté politique. D'ailleurs, le succès des dernières élections dans les provinces du sud marocain en témoigne et le meilleur des témoignages. Et de l'autre côté, une situation que l'on vient de décrire quand même, qui est atroce, qui est tout juste cauchemardesque pour ces populations. Comment ? On se demande vraiment comment on peut encore défendre l'indéfendable et rester crédible. Vous avez bien fait de poser la question de comparaison, qui est pour une fois raison. Vous voyez, dans nos provinces sahariennes, cette partie du Maroc a intégré politiquement le Maroc depuis 1977. 4 élections successives, locales, législatives, professionnelles. J'ajoute évidemment que toutes les universités du Maroc abritent des sites de nos concitoyens de nos provinces du Sud. Les emplois sont garantis à travers tout le territoire marocain. Donc voilà une intégration, une assimilation où la vie normale se déroule. Des ONG qui travaillent dans nos provinces du Sud, des partis politiques, des syndicats,
une société civile très active. Et de l'autre côté, qu'est-ce que vous rencontrez? Même pas le droit de manifester. Vous avez vu, comme moi évidemment, sur les réseaux sociaux, des manifestations anti-Polisario et qui scandent Vive le roi et qui ont été violemment réprimées. Et valeur aujourd'hui, des arrestations sont opérées dans ces camps au mépris de toute la liberté d'expression, des libertés de manifester. La question des enfants soldats est évidemment claire. Elle a été dénoncée partout. Certaines études font état, valeur aujourd'hui, depuis les années 70, de 8000 enfants qui ont été enrôlés, qui ont été envoyés un peu partout dans le monde, notamment à Cuba, pour l'endoctrinement. En ce qui concerne évidemment ces enfants-là, mais c'est une préparation au terrorisme. Vous savez que plus d'une centaine maintenant sont dans les entités terroristes dans les pays voisins, c'est-à-dire d'AQMI surtout. Et évidemment, il n'y a pas photo quand on veut comparer. Voilà une population insérée dans la communauté nationale, politiquement, sur le plan de la société civile, et qui participe à l'activité économique de nos provinces sahariennes. Si vous savez combien d'entrepreneurs locaux investissent dans cette région avec des projets énormes, et évidemment nous avons une représentation légitime. Les régions où les élus locaux gèrent leurs affaires eux-mêmes, et à côté de ça, vous n'avez même pas le droit de recevoir des visites. Donc c'est une comparaison que la communauté internationale doit prendre en compte pour essayer d'extirper tout ce malentendu et cette erreur historique que nos voisins de l'Est ont commise pour des raisons évidemment géopolitiques et pour une inimitié qui est enracinée chez les dirigeants. Les populations sont affamées. Mon ami Roudani a parlé des rapports de l'OLAF et de beaucoup d'autres organisations. Vous savez que toutes les aides sont détournées, vendues dans les pays voisins. Et qui c'est qui en tire les dividendes? Eh bien, c'est les galonnés d'Alger, c'est les douaniers. Et maintenant, on est presque à 1/6 de dons humanitaires qui arrivent dans ces camps. Voilà, on affame une population, on la séquestre, on la prive de tous des droits primordiaux de liberté de circulation. Dans nos provinces sahariennes. Déjà, droit à la vie, hein, quand on assassine des gens comme ça. Donc, déjà, le droit le plus élémentaire, celui de la vie, n'est pas respecté. Merci Hassan Saoud. Une dernière question, Cherkaoui Roudani, mais vraiment rapidement, puisqu'on parle de ces contradictions dans les discours, entre les discours et les postures, que ce soit du régime algérien ou du Polisario, quand bien même on s'autoproclame militant des droits de l'homme. J'évoque ici la dénommée Sultana Kaya, qui s'affiche quand même toute fière avec un fusil et appelle même à la guerre contre le Maroc, alors qu'elle même défend les droits humains. Que sait-on de cette pseudo-militante, Cherkaoui Roudani? Mais écoutez, ce sont des personnes qui travaillent à la solde du pouvoir algérien. Donc, c'est tout simplement, c'est des gens mercenaires qui touchent, qui sont payés par l'argent contribuable des Européens. Parce que n'oublions pas, il y a beaucoup d'argent des organisations de l'ONU, des pays comme l'ONU, comme l'Union européenne, destinés aux séquestrés, donc dans les camps de Tindouf. Donc, et ces gens-là sont payés par cet argent. Donc, ce sont des gens qui sont des mercenaires, des gens qui travaillent avec les services de renseignement algériens, tout simplement. Ce sont des gens qui sont vraiment ayant des connexions pour des agendas bien particuliers, des agendas donc algériens.
Donc je pense aujourd'hui, mais ce qui est très important dans cette situation, c'est que aujourd'hui, avec la dévolution par l'Algérie de ses pouvoirs au groupe armé du Polisario dans les camps de Tindouf, c'est une situation singulière et sans précédent dans le droit international. Je pense que c'est une métamorphose qui est en train de provoquer, de générer quelque chose de grave dans la région et la sous-région. Je pense que la communauté internationale doit, comme on vient de dire, doit assumer ses responsabilités. La première chose qu'il faut faire, il faut mettre la communauté devant ses responsabilités, parce que sans un recensement de cette population séquestrée qui vit dans des situations dégradées, dans des situations inhumaines, donc on ne peut pas savoir qui sont ces personnes-là qui sont séquestrées, qui sont ces personnes qui sont emprisonnées, qui sont ces personnes qui sont enrôlées contre leur grille pour prendre des armes, qui sont ces enfants-là qui sont en train le pouvoir algérien en train de militariser. Donc je pense que tout ça sont des questions qui sont importantes pour le pouvoir, pour la communauté internationale, aussi pour la paix et la sécurité dans la région, la sous-région. Merci beaucoup, Cherkaoui Roudani et Hassan Saoud. Merci d'avoir répondu à nos questions. Ce soir, nous passons tout de suite à la seconde partie de Questions d'actu. Et mon invité pour cette deuxième partie de Questions d'actu est le député de la 9e circonscription des Français de l'étranger. Bonsoir, Mjid Grab, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de me recevoir. Avant de parler de fiscalité, notamment des Français à l'étranger et en l'occurrence au Maroc, dans la foulée de ce que l'on discutait en première partie de l'émission, la France qui soutient l'appel du Conseil européen contre la décision du tribunal de l'UE qui a annulé, je le rappelle, 2 accords, notamment sur les marchandises agricoles et les produits de pêche produits en provenance du Sahara marocain. Réaction de cette décision, après cette décision, Mjid Grab? C'est une annonce qui a été faite suite à ma question la semaine dernière au ministre du Commerce extérieur français. Et donc j'étais très heureux d'apprendre en direct que la France allait soutenir l'appel de la Commission européenne contre la décision du tribunal. C'est une bonne chose parce qu'effectivement, ces accords ont été signés voilà plusieurs années, ils fonctionnent. Il y a un aspect très positif pour l'Europe que d'avoir ces accords-là, et autant pour le Maroc que pour l'Afrique, que pour l'Europe. C'est dans l'intérêt de tout le monde que ces accords puissent perdurer au profit des populations. Absolument, puisqu'on parle de profit pour les populations de ces provinces du Sud et leur développement, vous avez également défendu la création du comité de la République en marche à Dakhla, donc situé dans les provinces du Sud marocain. Quels sont les enjeux d'un tel comité dans une région que l'on connaît riche en potentiels divers? Alors moi, je vais vous décevoir un petit peu parce que moi, je ne suis pas au parti La République En Marche et les partis, le parti La République En Marche fonctionne de manière totalement autonome. Moi, j'ai un lien très très fort avec LREM puisque j'ai participé à sa création en 2017 au Maroc. Avec la présence de plusieurs personnalités, mais je n'ai pas été formellement investi par La République En Marche et j'ai réussi à gagner mon élection sans avoir l'investiture de La République En Marche. Donc, je n'ai été qu'à la fin de l'élection soutenu par La République En Marche. Donc, moi, je n'ai pas réellement, entre guillemets, de lien direct avec La République En Marche, même si tous mes amis sont adhérents, même si j'ai alors, mais vous êtes quand même pour une présence française officielle. Bien sûr. Dans les provinces du Sud. Vous défendez cette idée quand même, avec ou sans LREM? Absolument. Non, absolument. De toute façon, la LREM est un parti. Les partis se déterminent eux-mêmes. S'il y a des Français qui se trouvent sur des territoires et que sur ces territoires,
ils veulent créer des comités de soutien au président de la République, ou c'est leur droit et personne ne peut les en empêcher. Et c'est ce qui a été fait d'ailleurs à Dakhla. Donc, il n'y a pas de. Au contraire, nous, on encourage tous les Françaises et toutes les Français où qu'ils se trouvent à se mobiliser, à militer en faveur de la majorité présidentielle. Donc, à ce titre-là, effectivement, moi, j'étais plutôt favorable et plutôt agréablement surpris de la création de ce comité. Donc, c'est une bonne chose. Donc, il n'y a pas de. Mais effectivement, nous, à partir du moment où il y a des Français qui sont sur un territoire donné, quel que soit le statut de ce territoire au niveau du droit international, nous, moi, à titre personnel, je suis allé 2 fois à Dakhla en tant que député pour aller voir mes concitoyens à Dakhla. Je n'ai pas de retenue. Et vous êtes pour l'ouverture d'une représentation française dans la même ville, Mjid Greb? Vous êtes pour l'ouverture d'une représentation française dans la même ville? Même, j'avais même été plus loin, c'est-à-dire que je pense que il y a déjà 2 écoles françaises, une à Laayoune, une à Dakhla. Je pense qu'il faudrait un institut français formellement à Dakhla pour permettre de faire rayonner la francophonie dans une zone qui est plutôt hispanophone. Donc, il y avait une logique aussi de défense de la francophonie. Et puis derrière, bien évidemment, si il y a des concitoyens français, apparemment, il y en a de plus en plus à Dakhla. J'ai des amis qui sont rentrés de Dakhla le week-end dernier et qui m'ont dit qu'il y avait des centaines de Français qui étaient là en vacances, etc. Donc, à un moment, on se posera forcément la question de leur représentation consulaire. Alors, est-ce que c'est un consulat au sens formel du terme? Vous savez que la France a des quotas et a des critères bien précis pour l'ouverture de consulats. Quand on n'a pas suffisamment de Français, on ouvre un consul honoraire, on fait un consulat honoraire, c'est comme un consulat, mais c'est quelque chose d'un peu plus souple. Donc il y a plein de possibilités, effectivement, pourquoi pas étudier cette question. Moi, je suis absolument favorable. Alors, puisque vous parlez de défendre la francophonie, il s'agit aussi de défendre la francophonie en France même, et là, ça m'amène au sujet de l'octroi de visa, de durcissement d'octroi de visa pour des pays du Maghreb, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Vous n'avez pas manqué l'occasion d'interpeller le ministre de l'Intérieur à ce sujet, au sein même de l'Assemblée nationale. Vous avez décrit ces décisions comme vexatoires et en tweetant plus tard que restreindre l'attribution des visas à ces pays peut sembler donc vexatoire pour les étudiants et artistes et autres forces vives qui sont des passerelles entre les 2 continents. Donc je reprends votre tweet d'il y a quelques semaines. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Alors, il y a des discussions là qui sont sérieusement engagées entre les ministères de l'Intérieur, les ministères des Affaires étrangères. Et cette semaine, nous avons eu le plaisir d'accueillir au Maroc la venue du ministre du Commerce extérieur, Monsieur Franck Riester. Et effectivement, aujourd'hui, je suis convaincu que d'ici la fin de l'année, les choses vont s'arranger parce que le mécanisme européen d'octroi des visas Schengen introduit une nouvelle clause, et ça relève de la France certes, mais c'est dans le mécanisme européen des visas Schengen, c'est que quand un pays ne délivre pas suffisamment de laissez-passer consulaires par rapport aux demandes qui lui sont effectuées, il y a une sorte de clause de rétorsion qui fait qu'on doit baisser les visas. Donc en vérité, la France se plie à ce mécanisme de Schengen, mais est-ce qu'elle se plie à ce mécanisme de Schengen ou on est en allée préélectorale ? Oh, vous savez, vous êtes un peu trop stratégique et politique à mon sens pour c'est pas moi qui le dis, c'est de l'avis de plusieurs experts. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, dans la même émission, nous avons traité du sujet et c'est ce qui a été avancé par des experts et des spécialistes. Donc, ça ne vient pas de moi, ce sont des analyses et c'est un fait. Nous sommes en année préélectorale avec tout ce qui va avec comme discours. J'ai la naïveté de croire que quand le ministre de l'Intérieur me répond à ma question d'actualité au gouvernement et qu'il me dit que, monsieur le député, si les États en question, c'est-à-dire les 3 États maghrébins, redonnent des laissez-passer consulaires et accueillent leurs ressortissants
qui sont en situation illégale dans un pays étranger. Enfin, je veux dire, qui peut contester cela? Et quand on passe, par exemple, pour l'Algérie, de 1600, il m'a donné ce chiffre dans l'hémicycle, de 1600 laissez-passer consulaires en 2019 à 23 en 2020, on peut pas considérer qu'il n'y a pas un problème. Et effectivement, la France, elle-même, elle considère que bon, ce mécanisme existant, elle va le faire jouer pour obtenir que les ressortissants en situation irrégulière en France, qui sont d'origine marocaine, algérienne, mais vous avez entendu la puissent être reconduits dans leur pays. Oui, mais vous avez entendu la réaction de la diplomatie marocaine, en la personne de son chef, du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, qui a dit que le problème était franco-français. Donc pour vous, ce n'est pas du tout un problème franco-français, en l'occurrence à la veille d'élections législatives et surtout présidentielles en France. En fait, oui, non. Vous avez non, mais vous avez certainement. Mais on n'est pas naïf. On sait très bien que et à la montée de Zemmour, etc., que le thème de l'immigration est le thème le plus, disons, sensible en France dans l'opinion publique française. Et l'opinion publique française ne pourrait pas comprendre que la France ne réagisse pas face à des États qui ne veulent pas accepter leurs propres ressortissants en situation irrégulière et qui sont en plus de ça qui ont commis des délits, qui sont dans des situations irrégulières, parce que quand on attrape un ressortissant en situation irrégulière, si la police le détient, c'est qu'il a commis un délit. Et donc, elle le détient, elle l'enferme, voilà. Oui, donc, mais ce n'est pas propre au Maghreb, puisque vous-même, vous avez défendu que tous les pays africains subissaient des procédures trop dures pour avoir un visa, trop long, trop cher, trop restrictif. Oui. Et vous avez vous-même défendu cela, n'est-ce pas Bien sûr, j'ai fait un rapport sur le sujet. Absolument. Un gros rapport sur le sujet. Donc, in fine, ça ne dépend pas que des ressortissants des pays, des 3 pays du Maghreb. Alors, quelle solution concrètement à tout cela, au-delà des enjeux électoraux, selon vous, Mjid Grab? Surtout on parle de France-Afrique, on parle d'une image que la France vraiment se bat pour embellir sur ce continent, alors que, voilà quoi, ça va des deux côtés. Je pense que vous avez raison sur un point, c'est que depuis quelques années, il y a ce sujet de l'immigration qui est un problème. Et donc, la France délivrait, voilà encore quelques temps, près de 3,5 millions de visas par an, avec un tropisme aujourd'hui clair en Afrique, c'est que c'est le ministère de l'Intérieur qui a la main. Le ministère de l'Intérieur, donc il y a un bras de fer entre le Quai d'Orsay et le ministère de l'Intérieur. Donc moi, ma solution, c'est de rendre au Quai d'Orsay la main sur la question des visas vis-à-vis de l'Afrique. Si on veut rétablir cette relation fraternelle, amicale, si on veut rétablir aussi notre image et si on veut arrêter ces vexations, la manière de faire, c'est de donner la main à nos ambassades, à nos consulats, parce que eux, ils sont confrontés à ces demandes et surtout à cette réalité que vous décrivez, qui est effectivement celle de l'image d'une France qui est écornée, etc. Donc, moi, je le dis, je plaide pour que dans ce bras de fer, et là, vous le voyez bien, c'est le ministère de l'Intérieur qui a annoncé qu'il y aurait un visa sur 2 pour les pays. Donc, vous voyez bien que ça relève plus du Quai d'Orsay. Et je peux vous garantir que mes consuls sur le terrain, j'ai 16 pays dans ma circonscription, ils sont dans un état de stress permanent parce qu'ils sont sollicités par les plus hautes autorités des différents pays. Et dire non à un ministre ou dire non à un wali ou dire non, c'est très compliqué. Et donc, pour eux, pour exercer leur métier, etc. Donc, est-ce que vous pensez que si vous Mjid Grab, si vous vous représentez en 2022, c'est le cas déjà? Ça, c'est une bonne question. Je ne veux pas faire d'annonce comme ça au détour de l'interview, parce que ce que je voudrais, c'est d'abord consulter
tous les comités locaux qu'il y a dans ma circonscription, mes amis, etc. Et si le travail que j'ai réalisé depuis 4 ans et demi est perçu favorablement par mes concitoyens, bien évidemment, je me représenterai. Très bien. Alors, justement, quels sont les... si vous vous représentez, hein, est-ce que vous pensez que vous avez vos chances si vous tenez ce discours-là qui est contraire à tous les discours que l'on entend aujourd'hui pour les favoris pour ces élections françaises? Bon, bien sûr, je ne parle pas que de présidentielles, je parle des législatives qui se tiendront en juin 2022. Ah, voilà, parce que moi, vous savez que je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle. Non, j'ai bien fait de préciser alors. Ouais. Non, mais par contre, vous avez raison. Moi, je tiens ce discours parce que d'abord, comme je le dis, sur la question de l'immigration, on a eu un grand débat au début du quinquennat. Et moi, j'ai voté contre la loi sur l'immigration parce que je trouvais qu'elle était trop restrictive. Donc moi, je suis constant, même si c'est ma majorité et que je dois lui dire qu'elle a tort, je suis constant et je dis qu'elle a tort, j'ai fait un rapport sur le sujet, etc. Donc moi, de ce point de vue-là, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle, moi je suis député des immigrés français en Afrique. Parce que l'immigration, elle est aussi dans ce sens-là. Il y a de plus en plus de Français qui vivent en Afrique, qui sont en Afrique et qui ont des liens particuliers avec l'Afrique. Donc, de ce point de vue-là, moi, je ne peux pas être pris à défaut. Et donc, je n'ai jamais varié dans mon attitude, dans ma politique, dans ma vision de l'immigration. Maintenant, que le sujet de l'immigration soit problématique en France et que les candidats actuels à l'élection présidentielle s'en saisissent de manière populiste pour plaire à un certain électorat, etc., qu'est-ce que vous voulez? Moi, vous allez voir, dans les débats, je vais défendre encore ma vision. Bon, puisque vous parlez d'immigration, il y a l'immigration des deux côtés. 2 millions de Français aujourd'hui installés à l'étranger. Déjà, combien en Afrique et aussi, puisqu'on parle de Français installés à l'étranger, il y a cette question fiscale qui pose problème aujourd'hui pour certains, notamment la communication de manière automatique des données bancaires et financières de cette diaspora. Vous en pensez quoi? Quelles sont les remontées? Et est-ce que vous pensez que ce serait peut-être une raison de repenser ces choix d'installation dans un pays ou dans un autre, en l'occurrence pour le Maroc? Il n'y a aucun problème de fiscalité pour les Français qui résident au Maroc et la législation marocaine est très claire, très structurée. Le système bancaire est très perfectionné. D'ailleurs, il y a 2 banques françaises qui sont accréditées en France, 2 banques marocaines qui sont accréditées en Europe, et donc il y a aucune problématique vis-à-vis de la fiscalité. Il y a des sujets parfois, par exemple, quand une loi est votée au Maroc ou des choses comme ça, mais les Françaises et Français, les citoyens français qui résident au Maroc se conforment à la législation marocaine, et donc de ce point de vue-là, même il y a aucun du souci. côté de l'échange de données par le Maroc à des fins fiscales. Il y a eu cette peur il y a quelques mois de ça. Il y a eu des informations qui ont circulé avec l'idée que toutes les personnes qui auraient des comptes au Maroc, notamment les Marocains résidant à l'étranger, allaient être dénoncées par le Maroc auprès des autorités françaises. Mais vous avez vu que le ministère des Affaires étrangères marocain a démenti cela et il n'y aura pas d'échange automatique de données et c'est pas du tout dans le pipe. En tout cas, j'en ai pas l'information. Voilà, pour le moment, ce n'est pas encore... oui, mais le Maroc a signé les conventions de la BEPS en 2019 et qui prévoit justement de communiquer de manière automatique les données bancaires et donc les échanges de données à des fins fiscales. Un dernier mot avant de clore cette interview, Mjid El-Grab, vraiment, rapidement. Mais un dernier mot, simplement, que pour nous, les Françaises et Français qui résident au Maroc, celles que je représente à l'Assemblée nationale, sont des citoyens marocains à part entière et se conforment absolument
à la législation marocaine. Et inversement, les Marocains qui résident en France sont des citoyens français à part entière, des citoyens marocains en France à part entière. Et donc, de ce point de vue-là, il y a vraiment une question d'équité, d'égalité. Ils sont traités de la même manière. Donc, il n'y a aucun souci. Au contraire, l'amitié entre la France et le Maroc, elle passe par cette diaspora qui réside de part et d'autre et qui fait la force de cette relation exceptionnelle entre le Maroc et la France. Surtout quand celle-ci est représentée à l'Assemblée nationale française. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Mjid Grab. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de Questions d'actu. Très bonne soirée à toutes et à tous.